tous et bienvenue dans NCI Sport. Très heureuse de vous retrouver. Après cette merveilleuse Coupe du Monde que nous avons vécue ensemble, nous voici de retour ce soir et tous les lundis soirs pour l'essentiel de l'actualité sportive. Mais aujourd'hui, en raison du jour férié, nous vous proposons une émission exceptionnelle. Un entretien exclusif avec l'un des principaux acteurs du football ivoirien. Né un 11 décembre 1951 à Alépé en Côte d'Ivoire, Jacques Anouma a accepté de répondre à toutes nos questions. Comment il a vécu les qualifications des éléphants de Côte d'Ivoire pour les mondiaux 2006, 2010 et 2014. Quels ont été ses secrets pour y parvenir? Ses rapports avec l'ancien président de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou, et l'actuel Patrice Motsepe, et bien sûr son regard sur le football ivoirien. Jacques Anouma se livre pour la première fois au micro de NCI Sport. Allons le retrouver. Bonsoir Président. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Ça va. Bienvenue chez moi, bienvenue chez vous. Merci beaucoup. C'est gentil en tout cas de nous accueillir à la maison. Alors vous savez que dans cette interview, on va parler de beaucoup de choses. On va remonter un petit peu loin dans le temps. Première question comme ça. Quel genre d'enfant était Jacques Anouma? Assez turbulent quand même. Oh, ça ne vous ressemble pas, Président? Ah, si, j'étais assez turbulent, Oui. mais très timide aussi. Ok. Mais j'aimais beaucoup le sport. Donc je jouais beaucoup, que ce soit dans le primaire, comme au collège, comme à l'université. Donc j'étais vraiment un sportif et je touchais à tout. Au handball, au basket, au football, au volley. C'est la raison pour laquelle j'ai été présent dans beaucoup de comités directeurs, que ce soit en handball, c'était à l'Africa, basket à l'époque avec Berestar, et puis maintenant le football, j'ai commencé au stade d'Abidjan, en minime. Tout à fait. Et puis après, bon, comme dirigeant. Bon, à cette époque, quand vous jouiez justement au stade d'Abidjan, c'était qui vos idoles? À cette époque, on n'avait pas d'idole. Non. Personne? Non, personne. On jouait au football vraiment pour le plaisir, quoi. Voilà, et puis malheureusement ou heureusement, mon père n'a pas voulu que je consacre vraiment mon existence au foot. Donc voilà, très vite, il a mis fin à cette aventure. C'est ce qui fait que je me suis consacré vraiment au football purement scolaire. Ouais. Voilà, je ne suis pas allé plus loin que ça. D'accord. Alors c'est vrai qu'on a l'impression que vous n'avez fait que ça, travailler dans l'univers du sport et du football en particulier. Pourtant, non, il y a eu une vie quand même avant le football. Vous avez été cadre puis directeur administratif dans différentes sociétés. La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que justement ces expériences professionnelles vous ont servi dans la gestion du football ivoirien? Évidemment, j'ai passé quand même plus de 12 ans dans un groupe multinational français, dont je ne citerai pas le nom à cause de la publicité. Ensuite, je suis allé 78-91, ensuite 91-2000 dans un autre groupe français, avant de me retrouver au palais de 2000 à 2010. Donc voilà, ma carrière professionnelle, c'est surtout dans les finances, comme chef comptable, ensuite directeur financier. J'ai même été un moment directeur commercial, avant de revenir à la direction administrative et financière, à la présidence. Tout ça m'a permis de bien gérer le football et puis surtout de déléguer. Parce que voilà, le privé, c'est une école différente de ce qu'on voit dans l'administration. Voilà, le privé, c'est 1 plus 1 égale 2. Dans l'administration, ce n'est pas toujours évident. Tout à fait. Voilà, donc les 10 dernières années que j'ai passées dans l'administration m'ont permis de voir autre chose. Oui. Voilà. Et tout ça, mis ensemble, ça fait une bonne expérience pour le sport et pour le football. D'accord. Président, on est chez vous, donc on vous suit. Ok. Je vous laisse ouvrir la marche. Merci beaucoup. Alors, Président, on va commencer cet entretien avec la Fédération ivoirienne de football. En 1991, vous rejoignez l'équipe de M. Dieng Ousseinou. Vous restez avec lui quelques années, 3 ans? Non, jusqu'en 96. Donc 5 ans. Qu'est-ce que vous avez appris auprès de lui?
Écoutez, en matière de foot, je crois qu'il faut être honnête. Je peux considérer Dieng Seno comme mon mentor, puisque c'est lui qui me fait rentrer dans l'univers du foot en Côte d'Ivoire. Quand je suis revenu fraîchement de mes études en Belgique, c'est lui qui a demandé que je l'accompagne à la section football de la SEC. Je ne savais pas de quoi il s'agissait, donc c'est là que j'ai tout appris et il m'a forgé. Voilà. C'est quelqu'un qui était très passionné. Il était très près des résultats. Voilà. Lui, c'est le résultat qui comptait. La manière et tout, ce n'était pas son problème. Même l'administration, ce qui fait qu'il s'occupait plus de la partie sportive et moins de la partie administrative et financière. Voilà, c'est comme ça que je l'ai accompagné jusqu'en 96, même plus tard, 97 je crois. Et puis, je suis sorti du comité exécutif pour pouvoir me présenter contre lui après en 99. Alors, forcément, on voudrait savoir pourquoi. Est-ce qu'il y avait quelque chose? Qu'est-ce qui vous a motivé justement à vous présenter contre lui? Mais je voulais qu'on change un peu de logiciel parce qu'on était trop axé sur les résultats de l'équipe nationale, notamment qui concerne la Coupe d'Afrique. Et moi, je voulais qu'on aille plus loin. Voilà, qu'on aille plus loin. Donc, je m'étais présenté pour offrir à la Côte d'Ivoire quand même son premier mondial. C'était ça vraiment mon objectif. Peut-être qu'on n'avait pas les moyens à ce moment-là pour y arriver. Et qu'est-ce qui manquait justement? Question de volonté. Je pense que la volonté des dirigeants même d'abord, et puis ensuite la volonté politique. Voilà. Quand vous décidez de qualifier la Côte d'Ivoire pour la première fois à une Coupe du Monde, il faudrait que le politique vous suive. Et moi, j'ai vraiment axé ma campagne au niveau du public, au niveau du politique sur ça. Voilà, réconcilier d'abord les Ivoiriens, parce qu'on était dans une période assez compliquée, 2002. Voilà, la Côte d'Ivoire était assez divisée. Donc je me suis dit, pour y arriver, ça va être difficile si on ne réconcilie pas les Ivoiriens autour du football. Voilà. Et c'est le slogan que je me suis donné. Voilà, unissons-nous autour du football, faisons fi de toutes nos différences. Et je pense que c'est ce que j'ai réussi à faire en sorte que tout Ivoirien, Ivoirien comme Ivoirienne, se sont retrouvés dans le foot. Voilà, on ne parlait pas politique. Pour moi, c'était un Ivoirien égal à un Ivoirien. Voilà. Donc j'ai associé à cette campagne-là tous les partis politiques, les religieux, les chefs traditionnels. Voilà, j'ai fait le tour du pays. On va revenir justement sur la campagne 2006. Avant cela, je voudrais qu'on parle de votre élection en 2002. Élection qui, jusqu'à aujourd'hui, reste encore un petit peu controversée par certains, qui contestent justement cette élection qui a eu lieu dans un hôtel. Certains disent que l'élection a eu lieu en catimini. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet? Je crois que les gens n'ont pas la bonne information. Voilà. N'oubliez pas qu'on était en 2002. En 2002, il y avait le couvre-feu et tout ça, donc on a décidé de faire quand même les élections. Avant d'y arriver, j'ai quand même assuré 1 an d'intérim de la Fédération ivoirienne de football. Donc on a regroupé tous les délégués dans un hôtel de la place pour que les délégués n'aient pas à voyager le matin très tôt pour venir à l'élection. Donc on s'est regroupé et puis le lendemain matin, tout le monde a pris les cars pour aller au Palais de la Culture. Ce n'était pas dans un hôtel qu'on a fait les élections. On a fait les élections au Palais de la Culture de manière transparente et démocratique. Voilà, donc non, je pense que c'est un mauvais procès d'intention. Voilà. Les choses sont passées clairement. Et, malheureusement, en Afrique, quand vous perdez les élections, il y a toujours un parfum de suspicion. Voilà. Mais je pense qu'on a fait une très belle élection. Ceux qui ont perdu ont reconnu leur défaite, parce que la marge était tellement énorme qu'il n'y avait pas de contestation possible. D'accord. Après 2 mandats, rien ne vous empêchait de vous représenter, pourtant vous ne l'avez pas fait. Pourquoi? On était dans un contexte assez particulier. Et puis, pour être franc, après la CAN 2010, j'avais décidé de me retirer.
voilà, après 2 mandats. Parce que, Pourquoi? mais écoutez, j'ai fait une Coupe du Monde 2006, une Coupe du Monde 2010, une CAN 2006, 2008, 2010. Si je me dis, bon, je ne vais pas courir toute ma vie après une CAN, mon objectif principal, c'était la Coupe du Monde. Donc après 2 Coupes du Monde, je me suis dit, bon, écoute, je me retire et puis voilà, je laisse la place aux autres. Ouais, pourtant, certains ont dit que c'était à cause de vos fonctions auprès de l'ancien président Laurent Gbagbo que vous avez renoncé à ce 3e mandat. Non, pas du tout. J'avais déjà convaincu le président Gbagbo que je n'allais pas repartir en 2011. Il m'avait dit, bon écoute, attends, après les élections, on verra si tu changes d'avis. Mais moi, j'avais déjà pris ma décision de partir. Parce que c'est une fonction assez difficile, très prenante. N'oubliez pas que j'étais pendant toute cette période directeur financier de la présidence, président de la FIF, membre du comité exécutif de la CAF, de la FIFA. J'étais tout le temps parti, je n'ai pas de vie de famille. Même au boulot, ça commençait à grincer les dents parce que j'étais souvent absent. Donc voilà, je n'avais plus envie de continuer. Qu'est-ce que vous retenez de votre présidence à la FIF? Je pense qu'on a vécu une période assez tumultueuse à cause de la situation politique. Mais ce que je retiens, c'est que j'ai réussi quand même en toute humilité à réconcilier les Ivoiriens. Parce que chaque fois qu'on posait un acte, on disait qu'il fallait le faire pour la réconciliation. Je retiens aussi que j'ai été quand même l'un des rares Ivoiriens de la partie sud à avoir accès à Bouaké, alors que le pays était divisé. Je suis allé avec Didier Drogba à Bouaké, présenter son trophée de meilleur joueur africain. J'ai été invité dans la même période par le ministre des Sports à l'époque, qui était le général Gueux, à Mans, pour présider une coupe qui portait son nom, alors que personne n'allait dans ces zones-là. Donc j'ai pris quand même je ne dirais pas le risque, mais c'était un risque calculé. J'y suis allé, on a fait de très belles manifestations. Voilà, c'est ce que je retiens. C'était une période où on a réconcilié les Ivoiriens avec le football. C'est quand je me souviens de ce qui s'est passé à notre qualification, la première. Bon, la deuxième a été un peu plus facile, mais la première, c'était vraiment historique. Oui. Et je pense qu'il faut être fier de ce qu'on a fait à cette période-là. Alors, Président, on va parler maintenant de ces 2 Coupes du Monde. Beaucoup disent que, voilà, on voit beaucoup les joueurs, mais on a tendance à oublier tous ceux qui sont vraiment aux manettes. Et il y a quand même quelques personnes qui reconnaissent que sans Jacques Anouma, il n'y aurait pas eu ces 2 Coupes du Monde. Vous êtes d'accord avec eux ou pas? Non, c'est un peu abusé, mais je pense qu'il a fallu d'abord avoir cette vision et puis se donner tous les moyens pour y arriver. J'avais mis ça comme objectif principal, quitte même à mettre sur la table ma démission si jamais je n'avais pas été qualifié en 2006. C'était vraiment un objectif précis. Et toute l'équipe qui m'a accompagné avec que ça comme vision. Voilà. Il fallait y aller à la Coupe du Monde 2006. Alors finalement, quel a été le secret pour cette première qualification? Parce qu'elle s'est faite dans la douleur. Mais ça a été quoi le secret quand même? Le secret, c'est d'abord d'avoir trouvé le sélectionneur idéal pour conduire cette équipe. Ce n'était pas évident. Après plusieurs hésitations, mes collègues du comité exécutif et moi avons décidé de choisir quelqu'un qui connaissait déjà le parfum du mondial, avec une sélection africaine, et qui lui-même a joué la Coupe du Monde à très haut niveau. Et quand on a fait le bilan, on est tombé sur Henri Michel, voilà, qui avait joué la Coupe du Monde, qui avait entraîné l'équipe de France, le Maroc et le Cameroun. Alors quand vous l'approchez, Henri Michel, pour lui proposer justement de prendre cette sélection de Côte d'Ivoire, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il dit? Il n'a pas hésité. Il n'a pas hésité parce qu'à cette époque, il n'avait pas de travail. Et quand je lui ai vendu mon projet, il a tout de suite adhéré. Mais évidemment, aujourd'hui, il n'est pas là. Je peux en parler peut-être personnellement. Quand j'ai décidé de prendre Henri Michel, les dirigeants camerounais comme marocains m'ont fortement déconseillé de le prendre. Parce que, bon,
il avait un peu tendance à lever le coude. Mais je dis que pour moi, ce n'est pas ça qui est le plus important. Est-ce qu'il est capable de coacher cette équipe et nous amener au mondial? Mais pourquoi l'avoir choisi lui? Mais c'est ce que je disais, je cherchais un ancien joueur professionnel qui a joué quelques Coupes du Monde à très haut niveau. Il a joué en équipe de France, il a coaché l'équipe de France. Ensuite, il est passé au Maroc. Il a fait le mondial avec le Maroc, le mondial avec l'Égypte. Donc j'ai dit c'est quelqu'un qui connaissait déjà un peu l'environnement d'une Coupe du Monde. Et voilà. Donc avec lui, on a décidé de lui mettre tous les moyens à disposition pour vraiment atteindre cet objectif. Voilà, il avait carte blanche. Il était interdit aux dirigeants d'interférer dans son travail. Même moi, je n'avais pas droit à la parole. Voilà. Donc, mais on a eu aussi peut-être beaucoup de chance. Vous savez, ce genre de défi, vous le lancez, mais il n'y a rien qui dit que ça va aboutir. Voilà, on a eu beaucoup de chance. On a très mal démarré avec le décès de Mama avant le premier match. Donc ça avait un peu cassé le moral de l'équipe. Mais en même temps aussi, ça a été un facteur déterminant. Voilà, toute l'équipe a décidé de jouer pour Mama et de faire en sorte qu'on soit qualifié pour Mama. Voilà, et c'est ce qu'on a fait. Alors, on parlait tout à l'heure de qualification dans la douleur avec ce fameux match au Soudan. Vous, en tant que président de la fédération à ce moment-là, vous êtes dans quel état d'esprit? Comment vous l'avez vécu, cette période de qualification extrêmement difficile? C'est une longue histoire. On a le temps. Vous savez, on a fait la course en tête. Il y avait 10 matchs. Voilà. Jusqu'à la 8e journée, nous étions en tête de la poule. Et c'est contre le Cameroun à Abidjan que nous avons perdu la pole position au profit du Cameroun. Ce jour-là, l'homme providentiel se nomme Didier Drogba. Son coup franc du droit redonne espoir à des millions d'Ivoiriens. Vu la physionomie de la rencontre, un match nul serait un excellent résultat pour la Côte d'Ivoire qui conserverait ses 2 points d'avance avant le déplacement au Soudan. Seulement voilà, Achille Webo est en état de grâce et marque à 3 reprises. Le Cameroun bat la Côte d'Ivoire 3-2. Et en ce moment-là, je peux vous avouer que le doute a commencé à m'habiter. Voilà. Mais quelques amis, des personnes extérieures à l'équipe dirigeante avaient une telle confiance dans cette qualification qu'on s'est dit, bon, pourquoi pas, on va y aller. Il reste un match. Qui dit que le Cameroun va gagner à Yaoundé, qui dit que nous-mêmes nous allons gagner au Soudan. Donc on s'est dit, ok, on va à fond. L'essentiel, c'est de ne pas perdre le match au Soudan et puis avoir des regrets. Voilà. Mais on était confiants parce que 15 jours avant le match, j'ai rencontré les dirigeants égyptiens à une assemblée générale à Marrakech, qui ont eu l'humilité de venir me voir et me dire, écoutez, président, je pense que c'est la Côte d'Ivoire qui mérite d'aller en Allemagne. Parce que c'est vous qui avez mené la course en tête et ce serait vraiment injuste que vous n'y allez pas. Donc la seule chose que vous pouvez faire, vous devez faire d'ailleurs, c'est de gagner au Soudan. Quant à nous, à Yaoundé, ce match n'est pas perdu d'avance. Voilà, le Cameroun a toujours eu des difficultés à battre l'Égypte, donc pour ne pas avoir de regrets, gagnez votre match au Soudan. Donc il y a eu un petit accord, je dirais, pas non, financier. ce n'est pas un accord, je pense que c'est une motivation. Voilà. Ils étaient persuadés qu'on méritait d'aller au mondial. Parce que faire la course en tête pendant 8 journées, ce n'était pas évident. Et la Côte d'Ivoire a commencé d'ailleurs la campagne par une victoire à Alexandrie. Et l'Égypte n'avait jamais perdu de match à Alexandrie depuis plus de 26 ans, match officiel. Donc pour eux, vraiment, la Côte d'Ivoire méritait d'y aller. Voilà. Donc on s'est dit, bon, ok, pourquoi pas. Mais les Ivoiriens, beaucoup étaient déjà très sceptiques. Et je me rappelle des railleries à l'aéroport quand on allait de policiers, les douaniers, ils me disaient, mais président, où est-ce que tu vas? C'est fini ça, on a perdu. J'ai dit, mais comment on a perdu? Il reste un match.
Et puis, je n'ai jamais manqué un seul match de l'équipe nationale, mais j'y vais. Donc, je suis allé. Voilà, et puis maintenant, la suite, vous la connaissez. Et ça a été une aventure intéressante parce que le jour où on a joué le Cameroun à Abidjan, le président Gbagbo, en général, assistait à tous nos matchs à Abidjan. Et ce jour-là, alors que nous sommes allés lui rendre visite avec l'équipe, comme on le faisait d'habitude, hein, il a décidé de ne pas aller au stade. Pourquoi? Je ne sais pas. Il dit que, bon, écoutez, allez-y, un match nul vous suffit, ou une victoire. Si vous faites un match nul, vous êtes qualifié. Si vous faites une victoire, c'est encore meilleur. Donc je vous attends à la résidence pour fêter cette qualification. J'ai trouvé ça un peu bizarre quand même. Pourquoi bizarre? Mais parce qu'il a toujours été à nos côtés. Et ce jour-là, il décide pour le match, un match aussi capital de ne pas aller au stade. Je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas, mais bon. On était très confiants quand même. C'est après que j'ai compris. J'ai eu 2 révélations. Aujourd'hui, je peux le dire aux Ivoiriens. J'ai eu 2 révélations. La première par un pasteur qui me disait comme ça la veille du match que le match d'Abidjan qu'on va jouer le lendemain, la Côte d'Ivoire ne va pas gagner. Donc vous le saviez? Enfin, on vous l'avait dit. On me l'a dit. Bon. Mais je ne croyais pas. Je dis, c'est pas possible, on s'est donné tous les moyens pour y arriver. Mais avant lui, 2 jours avant, j'ai reçu à mes bureaux à Treichville 2 jeunes qui m'attendaient depuis le matin et qui ont forcé pour me voir. Donc je les ai reçus vers 20h. C'était pour me dire que, président, nous sommes venus te dire, tu ne gagneras pas le match de samedi. Du Cameroun, oui. Du Cameroun. Je dis, ah bon? Pourquoi? Il me dit, c'est ce que Dieu a décidé. C'est ce que Dieu a décidé, ok. Et pourquoi? Il me dit, non, que si vous gagnez ce match, vous allez être persuadé que c'est votre valeur intrinsèque ou bien ce sont vos marabouts qui ont fait que vous avez gagné le Cameroun. Mais Dieu va montrer que c'est lui qui détient la vérité et c'est lui qui a la puissance. Je dis, ah, qu'est-ce que c'est ce truc? Il dit, non, vous ne gagnerez pas ce match. Mais au finish, c'est la Côte d'Ivoire qui est en Allemagne. Et ça, président, on prend le pari. C'est des jeunes qui avaient à peine la trentaine. Hein. Donc, ils vous disent ça le mercredi. Et vendredi, un autre pasteur vous dit la même chose. On perd le match, mais c'est la Côte d'Ivoire qui part en Allemagne. Et une amie, dont je tairai le nom, m'a dit aussi la même chose. Donc finalement, vous saviez que... Enfin, quelque part... C'est pas que je savais, mais quelque part, il y avait ce doute quand même. Il y avait ce doute. Bon, ce sont des humains, hein. Ce sont des humains qui me parlent. J'ai mon équipe aussi à laquelle j'ai confiance à cette équipe. J'ai dit, attends, on n'a pas fait tout ce parcours-là pour venir jouer chez nous à Abidjan, c'est pas possible. Mais quand la défaite est arrivée, la douleur était atténuée. Voilà. J'avais quelque part derrière la tête que la Côte d'Ivoire irait en Allemagne. Mais ce n'était pas une certitude à 100%. Voilà. Et ce qui s'est passé le jour, disons la veille, le jour du match. Moi, j'ai quitté Abidjan samedi. J'ai fait escale en Égypte, au Caire, à 2h du matin, du dimanche, c'est-à-dire le jour du match, l'après-midi. Et au moment d'embarquer sur le vol pour Khartoum, je reçois un coup de fil du pasteur de vendredi qui me demande mais où tu es président. Je dis mais je suis en partance pour Khartoum. Il me dit retiens une chose, je te dis que la Côte d'Ivoire est en Allemagne.
Mais la révélation est toujours là. Nous irons en Allemagne. 2h du matin. Alors, Président, j'aimerais qu'on revienne sur ce treuil de président de fédération. Avant ça, il y a eu déjà la scène sur la pelouse, où il a fallu attendre que le Cameroun tire son pénalty, le rate, et ensuite c'était la joie. Voilà. Donc quand on s'est retrouvé dans les vestiaires, ça a été un peu le souhait de tous les joueurs, parce que ce que je leur ai mis dans la tête, c'était que cette qualification, on devait l'avoir pour la réconciliation. On était persuadé que ça allait apporter un plus dans cette réconciliation. Mais après, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu es obstiné sur cette réconciliation? Ce n'est pas la qualification qui va t'amener la réconciliation. Parce que vous n'êtes pas responsable de ce qui est arrivé. Voilà, il me dit, vous n'êtes pas responsable, donc arrêtez de dire que la qualification va apporter la réconciliation dans ce pays. Mais ça a été utile quand même. Ça a été utile. Et quand il a lancé ce message avec les autres joueurs dans les vestiaires, j'étais fier de mes joueurs. J'étais fier d'eux parce que ça a été une campagne difficile, semée d'embûches. Je dis à la 9e journée, plus personne ne croyait en nous. Mais les joueurs encore avaient cette confiance-là. Le président, allons-y jusqu'au bout. Et puis après, on verra. Et c'est ce qu'on a fait. Le retour dans l'avion se passe comment? Dans la joie. Dans la joie, parce que on ne savait pas ce qui nous attendait à l'arrivée. Voilà, moi, j'avais eu le président la veille pour savoir comment il voulait savoir comment est-ce qu'on rentrait à Abidjan. Je dis, mais Excellence, on a nos billets retour. On passait par, je crois, par Paris. J'ai une délégation d'une trentaine de personnes. Donc on va passer par Paris et puis bon, je pense que dans 48 heures, on sera à Abidjan. Sauf si vous décidez de nous envoyer les 2 avions qu'on avait à cette époque-là, son avion de commandement, qui pouvait prendre 15 places, 15 personnes, et puis le G3, le Grumman 3, qui pouvait prendre aussi une douzaine de personnes. Mais quand j'ai fait après le point de la délégation, ce n'était pas 30, c'était 50 à peu près. Donc j'ai mis en priorité, les 2 avions décollés, donc vous venez nous chercher à Khartoum. J'ai pris en priorité les joueurs, moi-même, les vice-présidents, l'entraîneur. Et puis il y avait un ami qui nous a accompagnés. Je tenais qu'il soit dans cet avion. C'était le DG, le directeur général du groupe Bolloré, que j'ai trouvé le samedi où j'allais à Khartoum, à l'aéroport, habillé en maillot orange, qui me dit, président, je vous accompagne à Khartoum. Il était sponsor aussi de l'équipe nationale. Je dis, moi, c'est pas la peine, on va aller. Il dit, non, je veux vivre cet événement-là. Je ne veux pas qu'on me le raconte, je veux être là. Je dis, Philippe, tu es sûr? Il dit, président, on se qualifie. J'ai tout abandonné ici, c'est pour vivre cette qualification. Donc je pars avec vous. Donc quand on a gagné, je ne pouvais pas le laisser à Khartoum prendre un vol régulier. Donc j'ai dit, écoute, je t'embarque. Alors comme on est rentrés ensemble à Abidjan, honnêtement, je ne m'attendais pas à cet accueil. Ça a été extraordinaire. Il y avait plus de 2 millions de personnes dans la rue. On a mis pratiquement 4 heures à l'aéroport Port-Boué, Palais de la République, un trajet qu'on fait habituellement en 30 minutes, on a mis plus de 4 heures. Voilà. Et une scène qui m'a marqué, c'est qu'il y avait une jeune fille, une quinzaine d'années, 15-16 ans, de l'aéroport jusqu'au palais, qui était accrochée à mon véhicule. J'ai l'impression qu'elle ne sentait plus la douleur. Mais elle chantait, elle pleurait, mais elle a attrapé la poignée de la porte du véhicule
Et puis elle a couru comme ça jusqu'au palais. J'ai trouvé ça extraordinaire. Extraordinaire. C'est des moments que je ne sais pas si... qui m'ont tellement marqué. Et puis après, il y a eu l'accueil au palais. Le lendemain, on a été décoré et tout. Voilà. Je tenais vraiment à offrir cette qualification à la Côte d'Ivoire, surtout à cause des événements qui sont passés pendant cette période. Voilà. Ça pouvait apporter un plus. Vous savez, on a fait en sorte que le maillot orange, pour certains, c'était devenu même une tenue de travail. Je me rappelle qu'en 2002 et 2006, quand j'allais au travail, je voyais souvent des Ivoiriens dans les rues, dans les carrefours, avec le maillot orange. Et c'était une fierté en ce moment-là, d'avoir fait cette partie du trajet avec eux. Je ne les oublierai jamais pour ce qu'ils m'ont apporté pendant cette période-là. Si vous ne deviez retenir qu'un seul souvenir de cette qualification, ce serait lequel? Le pénalty manqué des Camerounais. J'ai trouvé ce pénalty injuste. Et je suis rentré dans une colère noire quand l'arbitre a sifflé le pénalty à Yaoundé. J'étais dans la tribune officielle avec le commissaire au match, je ne sais plus de quelle nationalité il était. Et quand on a sifflé le pénalty à Yaoundé, alors que nous on avait fini notre match déjà, on a commencé le match en même temps, à la même heure. Mais ils avaient encore quelques minutes supplémentaires, je ne sais pas pourquoi. J'ai trouvé ça tellement injuste que j'ai traité ce jour-là tous les officiels de la CAF qui étaient dans la tribune de tous les noms d'oiseaux. Je n'ai jamais senti une telle colère en moi. Après, j'ai présenté mes excuses, mais j'ai trouvé ça injuste pour notre pays. On n'a pas fait tout ça pour venir tomber à cause d'un pénalty pratiquement imaginaire. Non, voilà. pour moi, ouais. Pour vous, il y avait eu conspiration. Je ne me suis pas empêché de le faire savoir. Voilà. Déjà, les 4-5 minutes supplémentaires étaient pour moi déjà scandaleux. Et puis ensuite, ce pénalty qui est arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Mais comme je suis un croyant, je me suis dit quelque part, je pense que Dieu, le Seigneur, il est juste. Et quand ils ont raté ce pénalty, le Seigneur a fait son œuvre. Voilà. Alors, Président, si on regarde, on ne va pas s'étendre sur ce qui s'est passé aux deux Coupes du Monde, mais de façon globale. Donc, si on regarde les deux Coupes du Monde, est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire aurait pu quand même obtenir de meilleurs résultats? Oui, honnêtement, oui. Malheureusement pour nous, si vous avez suivi les commentateurs à cette époque-là, la Côte d'Ivoire, que ce soit en 2010 ou en 2006, était dans le groupe de la mort. Oui. Voilà, et ça a été un groupe d'handicap. En plus de ça, vous savez qu'en Allemagne, l'arbitrage n'était pas favorable à la Côte d'Ivoire. J'ai vu le président Blatter lui-même s'enflammer par rapport à l'arbitrage pour les matchs de la Côte d'Ivoire. Bon, bref, on aurait pu faire mieux. On aurait pu faire mieux, mais malheureusement, comme je me dis toujours, Dieu ne donne pas tout. Il m'avait déjà donné la qualification. Bon, j'aurais été heureux de passer au moins ce premier tour, mais ça n'a pas été le cas. Mais bon, je pense que ça a été une très belle expérience. Non, parce que les équipes qui nous ont barré la route étaient des équipes de niveau supérieur. Voilà. Mais non, je ne suis pas de déception. Ce que je voulais, c'était de permettre à la Côte d'Ivoire de vivre cette expérience. Parce que vous n'imaginez pas,
de la qualification en novembre-décembre jusqu'au mois de juillet-août. Pendant toute cette période, on parle que de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est une publicité qui n'a pas de prix. Voilà, donc le pays était dans une phase de reconstruction et ça a été très utile. Alors, Président, on va aborder maintenant la CAF, si vous le voulez bien. L'élection de 2013 d'abord. Pourquoi est-ce que vous avez voulu être candidat en 2013 ? Je pensais que le moment était venu après la FIF, l'UFOA, où j'ai quand même dirigé 16 pays. Ce n'était pas une volonté personnelle. C'était un nombre de dirigeants de club qui m'ont proposé d'aller à cette élection. Malheureusement, ce n'était pas évident. On avait là un baobab qui était là depuis près de 27 ans et qui ne voulait pas lâcher l'affaire. Mais qu'est-ce que vous lui reprochiez à cette période, 2013 hein ? Écoutez, moi je considère que le pouvoir, il ne faut pas en abuser. 27 ans à la tête d'une institution comme la CAF, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus? Voilà, moi c'est simple. Hein. 3 campagnes, bon, mais 27 ans, je lui ai dit, c'est pas possible, quoi. Il faut qu'on change de logiciel. Comme en ce moment, il n'y avait pas d'autres personnes assez courageuses pour l'affronter, bon, en toute humilité, je dis, bon, ok, j'y vais. Malheureusement, en 2009, c'est le président Gbagbo qui m'a dit, bon, écoute, laisse tomber, je pense que tu n'es pas encore prêt. On va plutôt y aller pour 2013. Donc je me suis préparé vraiment pour 2013. Malheureusement, il y a eu la fameuse loi Raourawa qui m'a écarté de... Exactement. Candidature rejetée, hein, sous prétexte que vous n'étiez pas membre du comité directeur de la CAF. Comment vous avez vécu Mais très mal. C'est pas possible, quoi. Je veux dire que les textes ne disaient pas qu'il fallait être, pour les membres élus à la FIFA, les textes disaient plutôt qu'on était membre du comité exécutif, mais sans voix délibérative. C'était ça la différence. Mais on avait tous les avantages, les mêmes prérogatives que tous les membres élus. Donc on était membre, pour moi, je me considérais comme membre du comité exécutif. Surtout que même les cartes de visite que je recevais de la CAF, c'était Jacques Anouma, membre du comité exécutif de la CAF et de la FIFA. Donc moi, il n'y avait pas de discussion. Mais c'est après que j'ai compris dans les débats, au moment où ce texte devait être adopté en comité exécutif, ils n'ont pas osé écrire qu'il fallait être membre élu de la CAF. Alors que ce n'était pas dans nos statuts. Donc il y a eu cette interprétation qui a fait que les présidents de fédération l'ont voté à ma grande surprise, parce que ce texte même les empêchait, eux, qui étaient les vrais propriétaires de la CAF, à se présenter à une élection. Parce que pour être candidat, il fallait être membre du comité exécutif ou avoir été membre du comité exécutif. Donc ça réduisait déjà le champ. J'ai trouvé ça, je ne dirais pas scandaleux, mais c'était une très grande déception pour moi, parce que la veille du vote, ils étaient tous persuadés que cette loi ne passerait jamais, parce que ce n'est pas possible, quoi. J'en avais même discuté avec Blatter la veille, qui me disait non, Jacques, c'est pas possible. Mais, je ne pense pas que ce soit pour toi qu'on a fait ce thème. Je dis si, vous allez voir. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, ça a été une grosse déception dans mon parcours. Parce que je ne pensais pas qu'on en est arrivé là. Parce que pour moi, je lui dis, allons-y aux élections. Si tu as gagné, tu as gagné. Voilà. Il n'est pas question de faire une loi spécifique qui m'empêchait de compétir. Bon, ça prouve au moins que, voilà, quelque part,
Il doutait un petit peu? Ah, s'il avait laissé passer, ça allait être chaud. Hein. Je pense. Alors passons à l'élection de 2021. Quelles ont été vos motivations pour vous représenter en 2021? Mais écoutez, moi j'avais apporté mon appui à Ahmad Ahmad. Et puis, à quelques jours, un mois ou deux des élections à la CAF, on s'est rendu compte que il y avait une suspension qui pesait sur sa tête. Et alors je lui ai dit, écoutez, si on y prend garde, ces élections vont se passer, je ne sais pas comment, mais il y a quelqu'un qui va venir cueillir le fruit comme ça sans avoir combattu. Donc il fallait que nous qui avons combattu avec lui pour son accession à la présidence de la CAF, que la personne qui devait le remplacer devait sortir de cette équipe-là. C'est comme ça que je lui ai dit, bon écoute, je présente ma candidature. Si tu passes à travers le filet, mais je me retire. Voilà, parce que je voulais être fidèle quand même à la parole donnée. Et pour la petite histoire, je me suis pris tellement tard que pour avoir les parrainages, il a fallu que je passe encore par Ahmad. Voilà, c'est lui qui m'a dit, bon, écoute, appelle telle personne pour avoir le parrainage. C'est ce que j'ai fait. Sinon, malheureusement, à la veille de ces élections-là, vous voyez, toutes les fédérations écrivent au président sortant pour lui apporter leur appui. Donc, sur 54 pays, il s'est retrouvé pratiquement avec plus de 30 parrainages. Mais on n'en avait pas besoin, on n'avait besoin que de 5. Donc voilà, on s'est entendu pour qu'il me donne quelques parrainages, y compris la Côte d'Ivoire. Et voilà, c'est comme ça que je me suis présenté. Et j'avais foi, voilà, parce que la CAF traversait une période assez difficile. Et en plus, à cause des statuts, je ne pouvais faire qu'un seul mandat. Absolument. Donc ça a été un des arguments pendant ma campagne. J'ai dit, bon, écoutez, donnez-moi un seul mandat. On met un peu d'ordre dans la maison, et puis après, je me retire. Voilà, c'était ça un peu mon slogan, quoi. Alors, vous étiez 4 candidats en lice, hein, Patrice Motsepe, Ahmed Yahya, Augustin Senghor et puis vous-même, Jacques Anouma. Qu'est-ce qui aurait fait de vous un meilleur président de la CAF? Parce que de nous 4, il y en avait 2 qui avaient participé déjà au comité exécutif sortant. Donc, dans ma tête, ils étaient un peu comptables de l'échec d'Ahmad Ahmad. En plus, nous étions 3 de l'Afrique de l'Ouest. Je me suis dit, bon, avec le droit d'aînesse et tout, l'expérience dans le milieu, il n'y avait pas de raison que je ne sois pas candidat dans cette zone. Et c'est ce que j'ai fait durant tout ce temps, essayer de convaincre mes deux camarades de me laisser y aller. Et surtout que c'était un seul mandat. Ils étaient beaucoup plus jeunes, donc ils avaient le temps, eux, de postuler après. Mais bon, malheureusement, on ne s'est pas entendu. Et on a décidé d'aller tous les 3 postuler. Est-ce que vous avez senti du favoritisme à l'endroit de Motsepe? Je pense qu'il faut être clair. Au début, non. Il m'a fait l'amitié quand même de venir me voir ici pour me présenter sa campagne, et sa candidature plutôt. J'ai senti en lui quelqu'un qui voulait vraiment apporter un changement. Mais il n'était pas connu dans le milieu. Voilà, donc non, je ne pouvais pas d'emblée comme ça dire que ce ne serait pas un bon président. Mais quand je l'ai reçu durant plus d'1 heure, il m'a présenté son projet. Je me suis dit, bon, écoute, c'est possible qu'on aille ensemble, mais laissons les candidatures se faire, que les candidatures soient approuvées, et puis après on reprendra les discussions. Voilà comment nous sommes quittés.
jusqu'à ce que, au Maroc, on m'a fait comprendre qu'il fallait aller fallait pas aller en rang dispersé. Oui. Un consensus. Voilà, un consensus. Et ce consensus-là, ils ont préféré que ce soit sur Motsepe. Mais à la base, vous étiez contre ce consensus? Oui, à la base, je n'étais pas le seul. Même Senghor l'a fait savoir. Parce que la réunion que j'ai présidée à 4 pour faire ce consensus, le consensus ne s'est pas fait tout de suite. Hein. Il s'est fait que le lendemain. Expliquez-nous un peu ce qui s'est passé au Maroc. Mais au Maroc, nous nous a réunis pour qu'on arrive à un consensus autour de Motsepe. Donc à 4, on a discuté pendant quelques heures. On ne trouvait pas d'accord. Donc réunion présidée par Gianni Infantino? Non, pas moi. Gianni n'était pas là. Non, okay. non, on était les 4 candidats. On s'est retrouvés dans une salle et comme j'étais le plus âgé, ils m'ont dit, mon président, tu présides. Okay. Voilà, donc j'ai fait un tour de table, puis on a discuté. On n'a pas trouvé d'accord. C'est seulement le lendemain, quand nous sommes retournés auprès de notre base, et puis après avoir consulté aussi nos autorités pour leur dresser le tableau. Voilà. Mais qu'est-ce qui a changé entre la veille et le lendemain, finalement? Puisque la veille, vous présidez une réunion, ça ne fonctionne pas, vous retournez auprès de votre base, et puis finalement, on accepte le consensus. Mais parce que la base, d'abord, a souhaité qu'on aille vraiment à ce consensus. Surtout les gens de l'Afrique de l'Ouest. C'était un suicide aléatoire à une telle élection. Le consensus s'est fait très rapidement. Surtout que mes autres adversaires ont accepté d'aller après au sein du comité exécutif, d'accepter des postes de vice-président. Ce qui ne pouvait pas être mon cas, parce que moi, je n'étais pas membre du comité exécutif, mais eux, ils avaient encore un an de mandat. Donc, pour être vice-président, il fallait être membre du comité exécutif. C'est la raison pour laquelle je n'ai même pas postulé un poste de vice-président. Voilà. Et comme Motsepe voulait vraiment que je sois à ses côtés, il a créé ce poste de conseiller spécial senior qui n'existait pas du tout. Et voilà, pour le moment, tout se passe bien. Le comité fonctionne normalement. C'est un autre type de gestion que je n'ai pas connu. Parce que moi, j'ai connu 8 ans de mandat du président Yatou. Et lui, bon, il vient du privé avec une philosophie qui est tout autre, anglophone. Qu'est-ce qui diffère? Je pense que sa principale force, c'est il est toujours à la recherche du consensus. Voilà. C'est pas quelqu'un qui décide comme ça, c'est pas un tueur froid. Voilà. Lui, à chaque réunion, il souhaite qu'on arrive à un consensus, il passe la parole à tout le monde, il ne vous coupe pas la parole, chacun a le droit de s'exprimer comme il veut. Et puis voilà, à la fin, bon, si on n'arrive pas à tomber d'accord, bon, on remet ça une autre fois, mais en général, on finit toujours par s'entendre sur quelque chose. Voilà. Il a une méthode anglophone. Parce qu'il paraît que les anglophones ils sont assez particuliers dans la gestion des hommes. Voilà, ils responsabilisent beaucoup leurs collaborateurs. Et lui, c'est vraiment ça sa méthode. L'administration, pour lui, c'est l'administration qui est privilégiée. Les autres, ce sont des membres du comité exécutif, mais malheureusement, le pouvoir, dans nos textes, le pouvoir appartient plutôt aux membres du comité exécutif, mais pas à l'administration. Alors, Président, on va passer maintenant à ce qu'on appelle le temps additionnel. Le temps additionnel, ce sont des questions comme ça, pêle-mêle, c'est-à-dire qu'on peut parler du passé, on peut parler de ce qui se passe actuellement, enfin, voilà, ce sont des questions que les Ivoiriens se posent. Président Jacques Anouma, selon vous, pourquoi depuis 2014, on ne va plus à la Coupe du Monde?
Est-ce qu'on s'est donné les moyens vraiment pour y aller? C'est ça le problème. Vous ne pouvez pas aller à une telle compétition avec un comité de normalisation composé de personnes qui ne connaissent pas bien le milieu. Voilà, je veux dire que les technocrates ont leur manière de voir les choses. Voilà, avec les technocrates, 1 + 1 = 2. Mais dans notre milieu, là, ce n'est pas évident. Voilà, il faut connaître tout l'environnement. Un match ne se joue pas comme ça. Voilà, ça se prépare longtemps à l'avance. Et on se donne les moyens pour y arriver, dans la préparation, dans le langage qu'on tient aux joueurs. Je pense que les personnes qui étaient là, qui ont fait un très bon boulot de redressement, si vous voulez, de la maison FIF. Mais sur le plan sportif, ça a été une catastrophe. Voilà. Je l'ai toujours dit depuis mon départ en 2011. Ne pas aller à une Coupe du Monde pour la Côte d'Ivoire, ce serait catastrophique. Et ça fait 2 Coupes du Monde dans lesquelles on ne participe pas. C'est pratiquement 10 milliards de francs CFA de manque à gagner. Et pour une fédération comme la nôtre, c'est lourd. Voilà, c'est pour cela que, en partant, j'ai dit, les gars, vous vous débrouillez, mais tous les 4 ans, on doit être au mondial. Parce que cette manne financière qu'on reçoit, une fois qualifié, permet de développer le football local. Beaucoup ont indexé l'ancien sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, Patrice Baumel, pour cette non-qualification. Vous êtes d'accord avec eux? Il a sa part de responsabilité dedans ou pas? Lui, comme le comité qui est en place, hein, je pense que, vous savez, quand vous ne qualifiez pas à ce genre de compétition, tout de suite, la première personne à qui on demande des comptes, c'est l'entraîneur, puis ensuite, le comité exécutif en place. Voilà, je pense qu'il est... peut-être qu'on a été un peu dur avec lui, mais je pense que tout n'est pas de sa faute. Tout n'est pas de sa faute. Moi, j'ai parlé avec Baumel plusieurs fois. Je pense qu'on ne s'est pas donné les moyens pour y aller, honnêtement. Lors de la dernière élection à la FIF, pourquoi avoir soutenu le consensus en Côte d'Ivoire, vu que vous étiez contre quand il s'agissait de la CAF? Pourquoi j'étais contre le consensus? Pourquoi vous avez soutenu le consensus? Mais j'ai soutenu le consensus parce que, vous voyez, tout ce qui se passe aujourd'hui me donne raison. J'ai participé à différentes élections, 90, 99, 2002. Et toutes ces élections-là ont laissé des traces. Il y a des gens qui, depuis les élections de 2002, m'ont gardé une dent, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Ceux qui ont perdu ne m'ont pas pardonné d'avoir battu leur candidat. Et ça a été comme ça chaque fois. Voilà. Donc, pour une fois, j'ai dit, bon, écoutez, laissons tomber les élections et allons à un consensus, parce qu'on sortait quand même d'une crise assez profonde, où les positions étaient vraiment tranchées. Ça n'a pas été le cas. Malheureusement, la guerre continue. Aujourd'hui, c'est à peine si on ne met pas la légitimité même du président élu en doute. Il y a une crise de confiance sur les réseaux sociaux. Dès que vous prenez la parole pour dire quelque chose qui ne va pas dans le sens du peuple, entre guillemets, mais vous êtes traité de tous les noms. Voilà. Bon, je pense qu'il faut accepter que les élections soient terminées et qu'on accompagne l'équipe en place pour y aller. On ne va pas passer notre temps à se bagarrer. Oui, bon, vous avez créé le G47 ou le GX. Maintenant, nous aussi, on va créer le G, je ne sais pas quoi. Mais si on continue comme ça, c'est le football ivoirien qui va en pâtir. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé un consensus. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Bon, j'ai accepté. Chacun a soutenu son candidat. M. Diallo a gagné, donc accompagnons-le. Et puis, ça ne fait même pas 6 mois qu'il est élu, que tous les jours, on assiste à des crises, des crises, des crises. Vous ne pouvez pas mettre la légitimité de quelqu'un
comme ça en doute, alors que les élections sont passées de manière transparente et démocratique. Avec toute votre expérience au sein du football ivoirien et africain, est-ce que vous avez une explication? Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi le candidat Didier Drogba n'a pas gagné cette élection? Vous savez, moi j'ai été candidat en 99, la première candidature, 99. Et j'étais dans le football ivoirien depuis les années 80, notamment à la SEC. Donc vous voyez un peu le parcours. C'est pour cela que sur votre plateau, à l'époque, je vous ai dit, pour gagner ces élections, il n'y a pas que le programme. Là encore, on m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Vous ne pouvez pas gagner une élection seulement avec un programme. J'ai dit, il y a un vécu. Moi, ça fait depuis... je suis rentré à la SEC en 84. Je suis encore, combien d'années après, toujours dans le football, avec la majorité des présidents qui n'ont pas varié. Donc nous avons un vécu. Voilà. Donc c'est ce qui fait que je pense que Didier n'a pas gagné les élections. Il est peut-être rentré tardivement aussi dans la campagne. Et puis, à mon avis, son staff s'est trompé de cible. Voilà. Ce n'était pas une élection au suffrage universel. Vous aviez 81 votants. C'est sur ces 81-là qu'il fallait mettre l'accent. Voilà. Il ne fallait pas se disperser avec tout ce que j'ai vu comme folklore autour. Je pense que c'est ce qui a fait la différence. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de la gouvernance d'Idriss Diallo? Je ne peux pas dire grand-chose parce que ça fait à peine quoi, depuis le mois d'avril qu'il est élu. J'attends de voir après un an pour voir ce qui a changé. Pour aujourd'hui, je ne peux pas me prononcer, honnêtement. Il y a des actions qui sont posées, notamment en direction des joueurs. Ce SMIG qu'on a imposé à tous les clubs, c'est une bonne chose. D'aucuns vous disent que ce n'est pas suffisant, mais il faut bien commencer quelque part. Quelque chose. On part de zéro, mais il faut bien commencer quelque part. Quand vous prenez un club comme le mien, la FAD, sur un effectif de 30 joueurs, il n'y a que 2 joueurs qui n'étaient pas au niveau de ce SMIC, c'était les jeunes, voilà, qu'on a relevés. Mais sinon, la moyenne des salaires est largement au-dessus, voilà, largement au-dessus, 200, 300 000 francs. Voilà, donc c'est un indicatif, voilà, pour faire en sorte que bon, les gens avec 160 000, bon, qu'on puisse vivre, je ne dis pas décemment, mais qu'on puisse vivre normalement. Président, alors l'AFI et cette nouvelle association, l'UFPCI, on aimerait bien avoir votre avis sur la question. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe entre ces deux associations de joueurs? Moi, je trouve que c'est dommage. Vous savez, l'AFI s'est créée pendant mon mandat. J'ai même participé à la reconnaissance de la FIFPro au niveau de la CAF, quand j'étais encore membre du comité exécutif. Et j'étais l'un des tout premiers, je pense, en Afrique, à avoir introduit l'AFI, l'association des footballeurs ivoiriens. Voilà. Aujourd'hui, je suis triste de voir ce qui se passe, parce que ce ne sera pas aussi facile, parce que nous avons nos textes qui disent qu'au niveau des groupements, on ne peut reconnaître qu'un seul groupement. Là, je lis que le nouveau syndicat qui s'est créé ne se présente pas en groupement, il se présente en syndicat. Bon, si ce syndicat peut apporter une nette amélioration des conditions de vie des joueurs, pourquoi pas? Donc pour vous, le syndicat monté par Zoromar est légitime? Mais il n'y a rien qui l'interdit. C'est ça le problème. J'ai lu un peu les débats voilà, qui ont lieu en cours actuellement. Il n'y a rien qui l'interdit. Vous pouvez monter votre syndicat, même 3 même si vous voulez. Mais malheureusement, la fêtière ne reconnaîtra qu'un seul syndicat. C'est ça le problème. Bon, si ce syndicat, il va militer auprès de qui?
auprès des clubs. Les textes même de la FIFA interdisent aux clubs de traiter avec d'autres structures qui ne sont pas reconnues par la Fédération ivoirienne de football. Je suis curieux de savoir comment les choses vont se passer. Mais si, n'étant pas groupement, ils peuvent apporter à ces joueurs-là une amélioration dans leurs conditions de vie, moi je dis pourquoi pas. Mais malheureusement, au niveau fêtière, la fêtière, ils n'auront pas droit à la parole. Donc ça va plutôt pourrir l'atmosphère qu'autre chose. Voilà. C'est pour cela que moi j'étais partisan. Les groupements se sont mis en place pendant mon mandat, pour les élections de 2011. Mais je me suis rendu compte à la pratique qu'il ne fallait pas intégrer les groupements dans le processus électoral. C'est ça qui pose problème. Si le groupement n'avait pas pris position pour un candidat, on ne serait pas là. Voilà. Moi j'étais partisan que les groupements soient reconnus, mais qu'ils soient d'office membres de l'exécutif, mais qui ne participent pas au processus électoral. Parce que, prenez les entraîneurs. Vous choisissez un candidat. Malheureusement, votre candidat perd. Qu'est-ce qui se passe? Prenez les arbitres. C'est un corps qui appartient intégralement à la fédération. Pourquoi on les oblige à choisir un candidat? Non, moi j'ai dit non. On l'a fait en 2011, mais après on peut corriger. Voilà. Il y a eu des bagarres au sein du corps arbitral, au sein des entraîneurs. Même le syndicat, le groupement où Alain Guaméné est président, il y a eu quelques remous. Heureusement qu'ils sont revenus après de bons sentiments. On continue maintenant avec les joueurs professionnels. Bon. Donc c'est pour ça que j'avais dit que moi, il fallait les sortir du processus électoral. Mais une fois le comité exécutif mis en place, on les associe pleinement à la gestion de la Fédération ivoirienne de football. Mais si on laisse tel que, vous allez voir, demain, pourquoi pas un deuxième syndicat ou un troisième syndicat chez les entraîneurs, après chez les arbitres. Aujourd'hui, les arbitres même sont divisés. Hein. Il y a une décision de justice qu'on n'arrive même pas à appliquer. Donc voilà, il faut les sortir du processus. Comme ça, on aura la paix. Président, dernière question. Vous voyez où, je dirais, dans 5 ans? Allez, on ne va pas aller très loin. Dans 5 ans. Toujours dans le football? Est-ce que celui qui est là-haut sera d'accord pour que je sois là encore dans 5 ans? Mais si c'est le cas, je serai à la place qu'il m'aura donnée. Parce que je considère que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est de par sa volonté. Mais ce que je peux vous dire, je ne me considère pas encore à la retraite passive. Voilà, j'ai une formation scolaire, j'ai une bonne formation dans le milieu sportif. Si vraiment on a besoin de mes compétences, quel que soit l'endroit, je suis toujours partant parce que je pense que j'ai encore des choses à apporter à mon pays. Aujourd'hui, on me demande d'apporter mon expérience et mes conseils au sein du COCAN, dont j'y suis. Et demain, je ne sais pas où est-ce que tout cela va me conduire, mais je considère que j'ai encore de l'énergie pour mettre à la disposition de mon pays. Voilà, je ne baisse pas les bras. Je suis président de club, je suis au COCAN, je suis à la CAF, demain qui sait. Président, le COCAN. Alors on entend beaucoup de choses, beaucoup de problèmes semble-t-il entre le COCAN, le ministère des Sports. Bon, finalement, on en est où aujourd'hui? Ben, écoutez, moi le passé c'est fini, je pense qu'il ne faut plus y revenir. Ce que nous savons, c'est que depuis le 10 août, nous avons un nouveau décret signé par le président de la République qui confirme le ministre Amicha comme président du COCAN. Il sera accompagné dans sa tâche par 9 membres de commission. Tous ceux-là sont nommés
par le décret, confirmé par des arrêtés du Premier ministre. Aujourd'hui, le COCAN est passé maintenant sous la bannière de la primature. Vraiment en totalité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'intermédiaire. Oui, mais pourtant, il y a toujours des problèmes entre le président du COCAN et le ministre des Sports. On a l'impression que... Vous faites référence à la dernière visite sur les stades. Absolument. Bon, là, je pense il y a eu un malentendu, mais les choses sont rentrées dans l'ordre. J'ai la chance d'assister quand même aux réunions à un très haut niveau. Les choses sont rentrées dans l'ordre. Il y a un décret qui a été signé par le président de la République. Il faut simplement mettre ce décret en application. Mais est-ce qu'il est mis en application aujourd'hui? Mais il va être mis en application. Au moment où on parle, il n'est pas mis en application. Ah si. Aujourd'hui, il y a le président qui fait partie des 9 membres de commission nommés par décret. Pour le moment, c'est eux qui opèrent sur le terrain. Et après, il y aura d'autres nominations, les conseillers spéciaux, techniques, les directeurs à confirmer ou à trouver. Voilà, je pense que les choses fonctionnent. Voilà. Moi, je ne suis pas inquiet parce que aujourd'hui, on est plutôt focalisé sur les infrastructures. Voilà. Pour moi, je crois que c'est ça qui est le plus important. Il faut d'abord, pour réussir une bonne CAN, il faut que les infrastructures soient à la hauteur. Et aujourd'hui, le Premier ministre, pour ce que je sais, met vraiment l'accent sur les infrastructures. Et on devrait être dans les délais, conformément à ces instructions. Voilà. Maintenant, une fois que ça sera confirmé, on passera maintenant à la phase organisation. Donc les choses sont en train de se mettre en place. Ce n'est pas toujours facile. Parce que vous savez, où il y a les hommes, il y a toujours des problèmes. Voilà. Mais bon, on va y arriver. On va y arriver. Moi, je suis confiant. D'accord. Je suis confiant. On sera prêt pour la CAN? Oui, bon, je pense que même si la veille du coup d'envoi, on est encore en train de mettre un coup de peinture quelque part, bon, j'ai tellement vu de CAN organisées comme ça que bon, je ne serais pas surpris, mais je pense qu'il y a un engagement fort du chef de l'État. Je parle vraiment de ce que je sais. Hein. Je ne suis pas la personne habilitée à parler du COCAN, mais en tant que conseiller spécial du président du COCAN, les instructions du chef de l'État et du Premier ministre, c'est que nous soyons prêts, comme si la Côte d'Ivoire organisait la CAN en juillet. Voilà. Il ne faut pas qu'on attende le mois de décembre pour livrer les stades. Bon, voilà. Certains stades seront prêts en décembre 2022 et puis on a le premier trimestre pour accorder. Mais je pense que des voix plus autorisées que moi feront le point là-dessus. Mais en tant que membre de cette structure, je suis assez confiant. Alors, Président, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces trophées qui sont là, juste devant nous? Écoutez, je vais commencer par le plus prestigieux. C'est le trophée de la Coupe du Monde. Hein. Celui-ci, c'est le réplica de la Coupe du Monde 2018 au Brésil. C'est un trophée qu'on a donné à tous les membres du comité exécutif. Donc j'ai celui de 2006, 2010 et 2014. Là, je vous présente celui de 2014. Voilà. Pour moi, je ne sais pas à quel moment un pays africain va le soulever, mais ce serait vraiment l'idéal qu'on y arrive parce qu'on a produit de très grands joueurs. J'espère qu'on va avoir l'occasion de le faire de mon vivant. Mais qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui pour soulever un tel trophée? D'abord, il faut y croire. Parce qu'on est tellement heureux déjà d'y être que je ne sais pas si on se donne les moyens pour aller au-delà. Voilà. Donc il faut passer maintenant le cap de la qualification pure et simple et chercher à aller vraiment au-delà. Et puis, est-ce que c'est peut-être dans la préparation qu'on manque d'ambition? Il y a eu toujours des palabres dans certaines équipes qui pouvaient y arriver. Malheureusement, le côté sportif n'a pas primé. Et puis, comme d'habitude, à chaque compétition, on nous donne aussi, là c'est le trophée de la Coupe de la Confédération de 2013 au Brésil. Voilà,
toujours des trophées qui sont magnifiques, qui sont... C'est en or. Hein. Ça, c'est la marque de Sepp Blatter, ça, voilà, qui aime faire les choses en grand. Voilà. Ça me rappelle mon passage au sein du comité exécutif de la FIFA. Et là, c'est le trophée de la Coupe de la Confédération de 2009, voilà, un an avant le Mondial 2010 en Afrique du Sud. Voilà, je le garde jalousement parce que c'est pendant cette compétition que j'ai eu la chance de rencontrer Nelson Mandela. Je n'espérais même pas. C'est grâce à Mamadou Gueye, que vous connaissez bien, voilà, qui m'a permis de rencontrer Nelson Mandela. Je pense que ça a été un grand moment dans ma vie. Voilà. Comment vous êtes senti devant lui? Tout petit. Tout petit. Il est d'une humilité. C'est ce genre de personnage-là, on n'en a pas beaucoup. Hein. Voilà. Malheureusement, quand on l'a rencontré, il était déjà un peu sur la fin. Voilà, on n'a pas pu bénéficier de ses conseils. Bon, mais ça a été quand même un grand moment. J'étais ce jour-là avec Didier Drogba. Voilà, c'est un grand moment aussi dans ma vie de sportif. Voilà. Et mon passage dans ce milieu-là m'a permis de rencontrer beaucoup de sommités. Voilà. Des chefs d'État, de grands dirigeants de football. Aujourd'hui, quand on parle de Joe Avalanche, je ne sais pas, il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas qui c'est, mais c'est quelqu'un aussi qui a marqué la FIFA. Voilà, donc Sepp Blatter. Aujourd'hui, c'est Gianni. Mais avant lui, il y avait quand même des gens qui ont marqué leur époque. Voilà, donc, Comme vous avez eu l'occasion de travailler avec tous ces grands dirigeants, hein, lequel, je ne vais pas dire a fait un meilleur travail, mais je dirais lequel vous a le plus marqué? Écoutez, j'ai passé 8 ans à la FIFA, mais le président c'était Sepp Blatter. C'est un personnage assez particulier. Voilà. Il aimait ce qu'il faisait et il avait un amour fou de l'Afrique. Voilà. C'est lui qui a mis en place le projet Gaulle et tout ça. Il a beaucoup aidé l'Afrique à progresser. Gianni en fait de même. Je crois qu'ils se sont rendus compte qu'on a plus besoin des moyens de la FIFA que les autres pays occidentaux qui sont déjà assez avancés. Et pendant notre période de 2007-2010, on a quand même stabilisé un peu les finances de la FIFA, malgré les grands scandales qu'il y a eu. Blatter a su renflouer les caisses. Voilà, il a permis aux pays africains de bénéficier de beaucoup d'accompagnement. Voilà. Donc, je garde de lui un très bon souvenir. Merci, Président. Merci, Tia. Ainsi s'achève notre entretien avec le Président Jacques Anouma. Merci de nous avoir reçus chez vous, Président. Et on vous dit bonne continuation. Et on vous attend sur le plateau de NCI Sport. Écoutez, j'attends l'invitation. Merci beaucoup, Président.